TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris part ce 4 décembre 2022 à la 62e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de Yao. La rencontre se tient à Abuja, au Nigeria, et est consacrée au point sur l'état de la communauté depuis le dernier sommet de décembre 2021. Des précisions à suivre. 1 à 5 ans de prison, amende allant de 1 à 5 millions de francs CFA, c'est désormais la peine contre les auteurs de grossesse et de violences sur les élèves ou apprenants. Projet de loi voté à l'unanimité au Parlement mardi dernier. Et pourquoi et qu'est-ce que cela implique? Des précisions à suivre. Et puis les fidèles catholiques de Lomé et ses environs se sont retrouvés à Corvier. C'est pour la 25e édition du pèlerinage. 2 jours de prière pour confier la nouvelle année à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Des précisions en fin d'édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le journal. La 62e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de Yao s'est tenue ce 4 décembre 2022 à Abuja, au Nigeria. Le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé a participé aux travaux. Ces dirigeants ouest-africains ont fait le point sur l'état de la communauté depuis le dernier sommet de décembre 2021. Joseph Amégan. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris part ce 4 décembre 2022 à Abuja, au Nigeria, aux travaux du 102e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par des officiels nigérians. Une délégation de la communauté togolaise a également fait le déplacement de l'aéroport international Nnamdi Azikiwe pour saluer le président de la République et lui exprimer sa gratitude pour sa politique de paix et de consolidation des liens entre les peuples. Au cours des travaux, le président de la République et ses pairs ont examiné le contexte sécuritaire, politique, économique et social de la sous-région. Les chefs d'État et de gouvernement ont évoqué également l'accélération de la mise en service des centres nationaux d'alerte précoce ainsi que divers sujets humanitaires. Cette session a été l'occasion pour le président de la République de réaffirmer son engagement en faveur de la stabilité et de l'intégration sous-régionale. Le Togo s'est toujours engagé dans la consolidation de la paix et de la démocratie, la gestion des crises sécuritaires et humanitaires, conditions préalables à l'intégration économique et au développement de la sous-région. Le ministère des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des relations avec les institutions de la République, toujours dans sa dynamique de rendre plus performante sa politique. Le département se met donc à jour. Le dernier draft est soumis aux acteurs pour validation. Christine Peteki, Aloudé. Le ministère chargé des droits de l'homme, depuis 1992, connaît des réaménagements. La formation à la citoyenneté, les relations avec les institutions de la République sont quelques-unes de ses récentes attributions. Des mutations qui influencent directement la politique publique du département. Pour l'adapter aux nouvelles exigences, elle est réécrite et soumise à la relecture. Il y a 3 grandes attributions que nous avons reçues et qui ne sont pas prises en compte par l'ancienne politique. Nous avons invité non seulement le personnel en interne, mais les autres pour nous aider à parfaire le travail. La nouvelle politique prévoit un cadre de référence d'action pour répondre plus efficacement aux aspirations des populations. C'est une politique désormais qui favorise la participation à la citoyenneté. C'est des actions qui ont été proposées pour que la population elle-même participe. Avec la décentralisation, les responsabilités sont décentralisées. Donc la population, désormais, à travers la participation citoyenne, va intervenir dans toutes les actions de développement.
Donc cette politique publique a pris en compte cet aspect-là. Cette politique vise aussi à faciliter la mise en œuvre efficace des engagements internationaux et régionaux en matière des droits de l'homme. L'élaboration du document est appuyée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. 1 à 5 ans de prison, une amende allant de 1 à 5 millions de francs CFA. C'est ce que prévoit désormais la loi contre les auteurs de grossesse et de violences sur les élèves et apprenants. Un projet de loi voté à l'unanimité au Parlement cette semaine. Alors pourquoi et qu'est-ce qui implique concrètement ce projet de loi? Ulrich Abega. Harcèlement, viol, attouchement sexuel, pédophilie. Des pratiques dont sont souvent victimes les apprenants à l'école ou dans les centres de formation. Malgré la loi de 1984 qui confère une protection totale en milieu scolaire pour les élèves, les violences à caractère sexuel ont pris de l'ampleur ces dernières années. De 2018 à 2022, plus de 5000 cas de grossesse ont été enregistrés en milieu scolaire. Une situation qui appelle à des solutions urgentes. Le gouvernement renforce son appareil législatif sur la protection des élèves et apprenants contre les violences sexuelles. Cette loi arrive à point nommé à l'idée que nous ne pourrions pas rester inertes devant un phénomène galopant et qui entraîne des conséquences malheureuses pour l'école togolaise, notamment le décrochage, l'abandon scolaire et parfois même des tentatives ou des suicides de nos élèves. Ce que nous faisons de spécifique à travers cette loi votée par l'Assemblée nationale, c'est des volets assez innovants, notamment en ce qui concerne la prévention, même les sanctions et l'accompagnement. Et donc nous assistons simplement ici à une aggravation. Ce qui n'était pas hier ou ce qui était de 2 ans hier est porté désormais à 5 ans, etc. en termes de sanctions. Et puis le cyberharcèlement rentre désormais dans notre arsenal juridique. Les auteurs de grossesse et de violences sur élèves ou apprenants sont désormais avertis. Mais au-delà d'une loi punitive, la présente est également préventive et accompagnatrice. Nous assisterons à la mise en place des cellules d'écoute et d'accompagnement psychologique au profit des enfants ou des élèves qui se retrouvent dans de pareilles situations. Vous avez également un numéro vert qui est déjà fonctionnel, qui permet de remonter toutes les difficultés et toutes les violences vécues par nos élèves. Vous avez aujourd'hui cette ouverture préventive qui permet aux élus locaux, aux parlementaires, aux chefs d'inspection et même à la chaîne judiciaire de pouvoir être saisis par ceux qui se retrouvent dans de pareilles situations. Au sein du secteur éducatif, il y a un code désormais d'éthique et de déontologie pour les enseignants. Au niveau de l'accompagnement, et ça c'est des nouveautés, c'est d'abord le droit pour la fille victime de violences à caractère sexuel de continuer sa scolarité, quitte à ce que des dispositions réglementaires puissent aménager cette participation ou cette continuité pédagogique. Vous avez également désormais la gratuité des frais de scolarité, la gratuité des frais des certificats médicaux. Et donc, je crois qu'à partir de ce moment, et en dernier lieu aussi, nous avons la gratuité ou l'accès à l'aide juridictionnelle totale. Des dispositions, oui, mais la prise de conscience collective doit prévaloir. C'est à la vérité une affaire de nous tous. Et donc, il faudrait, parallèlement à cette loi que nous appliquerons dans toute sa rigueur, il nous faudrait une véritable révolution des mentalités, en rappelant ou en garantissant à chacun d'entre nous le droit à la sexualité qui reste un droit fondamental. Le Togo se veut ainsi un pays de valeurs, des valeurs que promeut le gouvernement dont l'engagement est de conférer à tout un chacun les mêmes chances, les mêmes droits et les mêmes devoirs, où que l'on soit sur l'ensemble du territoire national. Parlons encore des apprenants, l'on ne va plus former pour former, mais plutôt pour répondre au marché de l'emploi. Un marché de plus en plus marqué par la compétitivité. L'apport par compétence se révèle comme un outil de formation permettant de rectifier le tir dans le secteur artisanal. Des formateurs venus des préfectures de la région des Savanes s'approprient les travaux qui serviront à terme aux apprenants dans les différents centres de formation. Gérard Lagoutou.
5 différents corps de métiers issus du secteur artisanal à l'école des programmes d'adéquation, formation, emploi. Les métiers de coupe-couture, mécanicien automobile, moto, menuisier bois et électricien bâtiment s'approprient ici à Dapaon le document Approche par compétences axé sur 2 méthodologies. La méthodologie d'ACPOM, qui est un acronyme anglais qui signifie Developing a Curriculum, ça veut dire développement des programmes de formation. Et il y a aussi la méthodologie OIF, qui est de la francophonie. Et ces méthodes-là permettent de mettre en œuvre cette approche par compétences. Il va falloir que nous inculquons à l'esprit des formateurs, des artisans, ces différentes rubriques leur permettant d'exploiter à la lettre comment les documents ont été élaborés. Quand on parle de guides, de livrets, guides pédagogiques, et ça de quoi? Et comment les utiliser? Comment les exploiter? L'ambition du gouvernement est d'œuvrer à l'amélioration des conditions de travail et de vie des artisans en les dotant de compétences nécessaires en vue d'une meilleure participation à la croissance économique et au développement du Togo. Cette vision globale de développement du pays, exprimée dans le Plan national de développement PND et optimisée dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, a énoncé des défis qui s'imposent à tous les secteurs de notre pays. Et notre secteur se doit d'œuvrer à l'atteinte de cet objectif par sa contribution à la mise en œuvre du projet P11 intitulé « Réforme de la politique d'orientation et promotion de la formation professionnelle vers les métiers porteurs » aux bénéficiaires de la formation. Je rappelle que de votre sérieux au suivi de la formation et de l'application réelle des modules dans vos ateliers dépendront les résultats des présentes actions. Les présents travaux s'étendent sur 3 jours au profit des formateurs venus des différents centres de formation et d'apprentissage dans la région des Savanes. Les mêmes activités sont également prévues dans les prochains jours dans les autres régions. Depuis 2019, le gouvernement togolais a mis en œuvre le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas. Le projet est arrivé à terme et un bilan est dressé. Le dit projet a permis d'élaborer un ensemble de mesures pour appuyer les transformateurs d'ananas et rendre la filière plus compétitive. Elia Gbanyadao. La filière ananas, une culture en pleine extension au Togo. Elle peut aujourd'hui être transformée en divers produits dérivés, dont l'ananas séché, confiture d'ananas ou jus d'ananas. Ceci grâce au projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo, PROCAT. Un projet qui a permis aux acteurs du domaine de tirer meilleur profit. Après 4 ans d'activité, l'heure est au bilan. Le projet a permis l'augmentation de la production nationale qui est aujourd'hui passée de 27 000 tonnes à plus de 44 000 tonnes. C'est déjà un acquis. Nous pensons continuer de renforcer la production nationale. Pourquoi pas atteindre 50 000, 60 000 tonnes chaque année. Le chiffre d'affaires des entreprises qui sont dans la dynamique de transformation, d'exportation, ont accru et ont atteint plus de 28%. PROCAT a permis de renforcer le secteur privé et a créé des emplois dans des différents maillons de la chaîne de valeur ananas. Le projet a impacté positivement les conditions de vie des bénéficiaires. Nous pouvons dire avec satisfaction aujourd'hui que le projet a pu quand même atteindre ses objectifs. À l'initial, le projet devait créer 3 000 emplois, mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 000 emplois créés. Donc, globalement, on peut dire que l'objectif est atteint avec une amélioration substantielle des revenus de tous les acteurs qui sont sur la filière. C'est des emplois pérennes, ça ne peut pas disparaître. Les exportations, plus la production est là, plus la transformation est là. Cofinancé par l'Union européenne et la GIZ, PROCAT a été axé sur 3 volets. Amélioration de la compétitivité des entreprises de transformation d'ananas au Togo, l'accompagnement et l'élargissement des services des micro, petites et moyennes entreprises et la mise en place des politiques en faveur des entreprises de production, de transformation et de commercialisation de l'ananas.
Dans l'actualité également, les acteurs agroécologiques se sont réunis. Les échanges ont porté sur le cadre de concertation. C'est pour mieux faire face aux défis des changements climatiques. La CEDEAO s'est dotée d'un programme d'agroécologie. Le Togo a donc entamé des concertations nationales à ce propos. Arnold Kiléo. L'agroécologie, alternative de la CEDEAO pour faire face aux défis climatiques dans l'agriculture. Chaque pays est chargé de débattre des thématiques sur le sujet afin d'élaborer des stratégies d'adaptation qui seront prises en compte dans les politiques agricoles. Qui dit agroécologie dit aussi développement économique et accompagnement de la croissance des exploitations. Alors comment est-ce que nous, les partenaires techniques et financiers, nous pouvons accompagner à la fois la région, la CEDEAO, mais aussi le gouvernement togolais, puisqu'aujourd'hui cette concertation se tient au Togo. C'est d'abord par un soutien technique ou d'expertise, puisque nous sommes convaincus de l'utilité et des bénéfices de cette démarche et de ces pratiques. Et évidemment, c'est aussi par un soutien financier. Le Togo démarre ainsi ses consultations nationales sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Élevage, environnement, développement rural, gestion des terres, sécurité alimentaire et nutritionnelle et changement climatique seront explorés pour l'élaboration d'une feuille de route pour le pays. Il faudrait que nous puissions repenser tout ce que nous avons comme système de production pour que ce soit plus durable, pour que ce soit plus respectueux de l'environnement et aussi nous, même en tant que consommateurs, pour que ça ne puisse pas avoir des effets néfastes sur notre santé. Il faudrait que nous ayons un bon niveau de revenus pour les producteurs. Et cela répond aussi aux ambitions qu'il y a actuellement pour le secteur agricole, des ambitions qui ont été définies dans la feuille de route du gouvernement à l'horizon 2025. Quand vous voyez dans bon nombre de pays, ils ont des performances qui sont élevées, mais actuellement, ils sont en train de rattraper un retard pour maintenir la fertilité des sols qu'ils sont en train de perdre. Ces concertations se feront de manière participative. Elles vont fédérer les initiatives existantes en matière d'agroécologie qui se révèlent aujourd'hui une solution contre l'insécurité alimentaire dans un pays à plus de 75% agricole. Ceci nous amène à la campagne nationale de lutte contre les feux de végétation. À travers cette campagne, il est question de susciter l'implication de la population dans cette lutte à travers la pratique des feux précoces et limiter les feux tardifs, souvent source de danger. Sylvain Abdou. 2 plantations séparées par un pare-feu. Il est dressé par les agents des eaux et forêts, un modèle pour donner l'exemple aux populations lorsqu'il s'agit des feux de brousse en cette période de sécheresse. Nous avons d'un autre côté une plantation qui est à l'âge d'exploitabilité où volontairement on peut ne pas appliquer les feux parce que ça dépend de l'objectif. Mais si on veut, n'est-ce pas, on ne veut pas appliquer le feu, on sépare les 2 plantations par un pare-feu. Si ce n'est pas le cas, on pourra se permettre de faire ce qu'on appelle feu précoce de l'autre côté. D'où le lancement ce jour ici à Saraman de la campagne nationale de lutte contre les feux de végétation. Une campagne pour sensibiliser davantage la population sur les risques liés aux feux de végétation, les conduites à tenir et les stratégies à adopter, mais aussi susciter l'implication des communautés dans ce sens. C'est l'occasion de rappeler aux populations togolaises l'importance de prendre soin de nos écosystèmes. Parce que lorsque les feux se déclenchent, surtout les feux tardifs, les conséquences sont désastreuses, aussi bien pour l'environnement que pour la vie. Donc il est question de remobiliser la population pour faire de cette lutte contre les feux de brousse une réalité. Il est question pour chaque population, bien pour chaque habitant, de s'assurer que les abords de ces habitations sont nettoyés, les points d'intérêt sont sauvegardés par la mise en place des pare-feux et d'allumer quand c'est nécessaire les feux précoces. Et ces feux précoces ont pour intérêt d'éviter un grand embrasement lorsqu'un feu accidentel venait à s'allumer. À travers ce lancement, le gouvernement recommande plutôt les feux précoces qui débutent ce jour de lancement jusqu'au 1er janvier 2023 dans la Maritime et Plateau et jusqu'au 31 décembre dans le Septentrion. Des dates à respecter scrupuleusement. Après cette date, on ne voudrait plus voir des feux s'allumer parce que tout feu qui serait allumé hors de cette date serait considéré comme des feux tardifs qui sont réprimés par la loi.
Les feux observés après ces périodes sont considérés comme des feux criminels et accidentels parce que les herbes sont trop sèches, d'où les feux précoces pour limiter les risques. Un comité de surveillance est donc mis en place pour la bonne conduite de cette mission sur le terrain. Actualité à l'étranger en bref, réunion ce samedi à Goma en République démocratique du Congo. Des chefs religieux de la province du Nord Kivu, ils ont échangé sur la paix dans la région. La rencontre se tient après que plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans l'est du pays. Retour en page nationale, 25e édition du pèlerinage à Corvier. Après 2 ans de pause due au Covid-19, les fidèles catholiques se sont retrouvés pour 2 jours de prière. Ils ont imploré le pardon divin et confié la nouvelle année à Dieu. Alexandra Adekambi et Kwesala. Des milliers de chrétiens catholiques au pied de la Vierge Marie, Notre-Dame des Sept Douleurs. À travers des enseignements, méditations et prières, des louanges, ces pèlerins repartent plus raffermis dans la foi. On nous a annoncé qu'on aura l'occasion cette année de prier avec la Vierge Marie. Je me suis présenté pour pouvoir venir prier avec la Vierge Marie. Le pèlerinage à notre mère de Sept Douleurs à Corvier nous rapporte beaucoup de grâce. Parce que la Vierge Marie est notre mère, que nous n'allons jamais cesser de prier ou bien de vénérer. Par rapport à l'homélie de notre Monseigneur, il nous a parlé sur l'amour, d'aimer nos prochains. Ici, pour aller à la maison, maintenant, on doit être converti. Parce qu'on ne peut pas venir ici avec des péchés, repartir avec. C'est la réconciliation totale. Cultiver l'amour, la partager avec l'entourage, vivre dans l'humilité comme Jean-Baptiste, telles sont les exhortations de l'archevêque de Lomé à cette 25e édition du pèlerinage de Corvier. Jean-Baptiste met l'accent sur des actions concrètes en répondant à 3 reprises à la question « Que devons-nous faire ?» Aux foules accourues nombreuses pour écouter le Baptiste, il répond que celui qui a 2 vêtements en donne un à celui qui n'en a pas. Je ne parle pas du superflu, mais du nécessaire. Nous pensons souvent que le don à faire est à partir de ce qui ne nous sert plus. Avoir 2 habits n'est pas un luxe. Pourtant, c'est ce que Jean demande de partager. Catholiques ou non, tous étaient présents pour attester leur appartenance au Christ à travers la Vierge Marie. Les pèlerins sont envoyés à partager l'amour du prochain dans leur communauté. La paix dans les familles et au Togo en dépend. Les natifs de l'Abina, eux, ont célébré leur fête traditionnelle Sinkarine. Comme en début de chaque mois de décembre, ils ont eu à partager ce qu'ils ont en commun et les distingue des autres peuples. Il s'agit d'une fête d'initiation des jeunes arrivés à l'âge adulte. Nestor Ramzo. Dans l'Abina, lorsque la lithophone résonne, elle annonce la période des récoltes, ce qui conduit à Sankarang, fête des moissons. Cette fête est célébrée tous les premiers samedis du mois de décembre. C'est le canton de Ketao qui a accueilli cette année l'apothéose de Sankarang. Sankarang est un repère identitaire du peuple de l'Abina, peuple essentiellement agricole et profondément attaché à sa culture. Fête des moissons en reconnaissance au manque des ancêtres, Sankarang est aussi une fête d'initiation des jeunes parvenus à l'âge adulte. Étymologiquement et linguistiquement, Sankarang vient de 2 verbes. Sanko qui veut dire se laver les mains, se purifier, et Karo qui signifie être prêt pour affronter les épreuves de la vie. Ainsi, Sankarang est une épreuve par laquelle on soumet le jeune de l'Abina à l'endurance et à la bravoure, afin qu'il puisse non seulement se défendre, mais aussi et surtout défendre sa communauté.
Cette initiation qui permet d'accéder à la classe des adultes. Le jeune initié de l'âge de 18 à 20 ans, débarrassé de tout complexe, chante pour le bonheur de sa famille, de sa concession, de son clan et de sa communauté, en exaltant la bravoure de ses aïeux. Célébration culturelle par excellence, Sengareng représente aussi pour les natifs de la préfecture de la Bina d'agréables moments de retrouvailles et de partage. Ces moments de retrouvailles et de partage sont symbolisés par la dégustation des beignets du haricot et de la boisson locale à base du sorgho, fruit des nouvelles récoltes, et ceci dans une ambiance des grands jours. Les populations de la Bina sont résolument déterminées à sauvegarder et pérenniser les rites ancestraux pour les générations futures à travers la célébration de Senkareng. Elles sont aussi engagées à œuvrer pour le développement de leur préfecture. La fête Senkareng de cette année est placée sous le thème « Filles et fils de la Bina, tous ensemble pour un développement participatif et inclusif ». Le ministre de la Culture et du Tourisme, représentant le chef de l'État, s'est réjoui de la pertinence de ce thème. Mesdames et messieurs, point n'est besoin d'interroger longuement l'histoire pour réaliser le degré d'implication du peuple de la Bina dans la construction d'une identité forte et respectable. Nous devons compter sur nos propres forces pour assurer et conduire nous-mêmes notre processus de développement. D'ailleurs, le thème retenu pour la présente édition nous édifie à plus d'un titre. Ceci démontre à suffisance que vous avez conscience du rôle non négligeable que chaque natif de la préfecture doit jouer dans le processus de développement. Et à ce titre, la célébration de Senkareng offre une fois encore l'opportunité à toutes les forces vives de la préfecture de la Bina d'explorer les voies et moyens pour le développement de la préfecture. La belle préfecture de la Bina, nous le savons tous, regorge d'innombrables potentialités touristiques et culturelles. Il y a à peine 2 mois, des équipes techniques du ministère de la Culture et du Tourisme étaient dans la préfecture pour prospecter les sites naturels et historiques à potentiel touristique afin de leur apporter des valeurs ajoutées. Aussi, les études sont menées pour la rénovation dès 2023 de l'hôtel Pagoda. Senkareng édition 2022 a été marquée par la remise des distinctions honorifiques à certaines personnalités de la Bina. Ces distinctions leur ont été décernées pour leur contribution à la réussite de la fête. Cette fête étant devenue rotative entre les cantons, c'est Sola qui va abriter l'apothéose de 2023. Première édition du Marathon international de la paix de Lomé, un événement sportif qui a rassemblé plus de 1000 athlètes venus du monde entier. Sonia Amenikbo. Un samedi matin pas comme les autres. Nous sommes sur le boulevard du Monument. En face du ministère des Sports et des Loisirs, une foule d'athlètes venus du monde entier. C'est la première édition du Marathon international de la paix de Lomé. Il est 7 heures. Le top départ est donné d'abord pour les marathoniers du 42 km, hommes et dames. S'en suivront ceux du 21 km, 18 km, 10 km et enfin 5 km course et marche. Restons sur les 42 km. Pendant plus d'1 heure de course à travers les grandes artères de la capitale, le Kenyan Soye Solomon a tenu la tête du peloton avant de se faire rattraper par le Camerounais Fumi Jocelyn, vainqueur de la course, avec un chrono de 2h11 minutes 31 secondes. Le marathon, ça commence aux 30 kilos, donc il fallait que je garde l'énergie pour remonter. C'est une course qui n'a pas été facile pour moi, mais je suis fier de l'avoir gagné, franchement. Et pour moi, pour une première édition, dans un pays qu'on n'a pas l'habitude d'organiser le marathon, franchement, on dit que c'est réussi. Au niveau des femmes, toujours dans la catégorie 42 km, la Togolaise Meïza Anaming vient en deuxième position avec un chrono de 3h23 minutes derrière la béninoise Betty Dirikou, 2h22 minutes.
Ce marathon que je finis deuxième, vraiment une fierté, mais dire vraiment à Madame la Présidente de la Fédération et toute son équipe, Madame la Ministre, dire merci pour la confiance. Ça n'a pas été facile parce que la circulation était vraiment compliquée. La première édition du Marathon international de la paix de Lomé, c'est plus de 1000 athlètes venus des USA, de la France, du Canada, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Niger, du Ghana, du Mali, de l'Éthiopie, du Kenya et du Togo. C'est vrai qu'après 2 ans d'inaction sportive et que nous ayons repris cette année et que nous soyons à ce résultat, je trouve que nous avons fait un petit bout de chemin et le chemin est encore à faire. Les personnes handicapées ne sont pas restées en marge de cette organisation. Outre les performances sportives recherchées, ce marathon entend contribuer à la sensibilisation des esprits sur l'importance de la paix pour le développement socio-économique. À travers ce marathon, le Togo propose à l'humanité une sorte de soft power, appelant à la prise de conscience face aux menaces de l'heure et à la planification du monde, fil d'Ariane de la politique du président de la République, à qui je rends un vibrant hommage pour son engagement et son investissement personnel en faveur de la paix dans la sous-région et sur le continent africain. Je ne m'attendais pas du tout à cette affluence. Sans la paix, on ne peut pas organiser tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Et la paix, c'est tellement indispensable. Objectif vraiment atteint. On a des projections pour 2023 qui seront encore plus meilleures. Un prix spécial a été décerné au président de la République pour son engagement dans la promotion et le maintien de la paix au Togo et dans la sous-région ouest-africaine. Les meilleurs athlètes sont répartis avec des récompenses à la hauteur de leurs prestations. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine chez vous et à très bientôt sur votre chaîne, la télévision togolaise. Au revoir.